Paris est la plus belle ville du monde. La terre entière rêve d'y flâner, de s'en inspirer, d'y découvrir son histoire et son goût immodéré pour les belles choses. La capitale est tout simplement la première destination touristique au monde. Depuis des siècles, l'incroyable richesse gastronomique de la France entière se retrouve dans les assiettes parisiennes. Un cadeau sublime. Des chefs, des grands chefs, peu importe. Le goût français pour la cuisine et le bien manger est magnifié. Si, mon copain. À la tienne. Nous allons vous faire découvrir quelques-uns de ces esthètes, que dis-je, de ces génies de la gastronomie parisienne. Des restaurants où l'on mange pour quelques euros ou quelques milliers d'euros. Il y en a pour toutes les bourses et tous les palais. Guy Savoy, le chef le plus renommé au monde, vous réserve un accueil digne d'un roi. Ravi de vous accueillir. Yves, le seul et unique producteur de jambon à Paris, va vous faire saliver. Un bon jambon, une belle tour Eiffel et quelque chose de savoureux, bien sûr. Hein. À la Coupole, à Montparnasse, vous découvrirez la plus grande brasserie de France et ses fêtes magiques. La brasserie Lippe est une institution. Jacques Chirac y avait ses habitudes, Kate Moss les a encore. Une sauce qui se transforme en or, c'est l'histoire de l'entrecôte, le relais de Venise. Ou comment une recette miraculeuse est aussi bien gardée que la Banque de France depuis 60 ans. Non, ça c'est interdit. Qui n'a pas entendu parler de la Tour d'Argent? 440 ans d'histoire, 440 ans de prestige. Nous allons prendre l'ascenseur jusqu'au 5e étage, puisque c'est là que ça se passe. Chaque invité aura sa vue de Notre-Dame. Nous passerons aussi goûter le vin de Montmartre. Vive le pinard! Avec parcimonie, bien sûr. Les pâtisseries sublimes de chez Storer, le plus ancien pâtissier de France, avant de nous asseoir au Bouillon Julien, notre cantine préférée. Un bouillon direct. Prenez place à table et savourez la richesse et la diversité de la gastronomie parisienne, celle que le monde entier nous envie. Quand des copines ou des copains se retrouvent au comptoir à midi, à Paris comme dans tous les villages de province, si on n'a pas trop de temps, on aime un jambon beurre, une tradition bien de chez nous. Salut mon copain. Tu vas bien? Ouais, nickel. Tu as la forme? Content de te voir, ouais, carrément. Bon. Tu bois un petit coup de maco? Ah, bah allez. Et puis je suis venu surtout pour qu'on se fasse un petit sandwich vite fait sur le pouce. Un petit parisien, quoi. Ces deux copains ont gardé un pur accent parigot. Parce que, oui, on en trouve encore des titis parisiens. Alors, il est où ce jambon? Si, mon copain. À la tienne. Ici, on est à Paris, du côté de Montparnasse. Et on ne fait pas semblant. Un beau jambon. Un bon beurre de micelle, là. Ah. J'ai l'impression maintenant, quoi que tu manges, ça te donne mauvaise conscience. Alors que, comme disait ma grand-mère, si ça fait envie, ça fait pas de mal. Hop là, regarde ça, tac. Elle est pas belle, la vie. Et regarde mon Ah, copain. regarde ça, jamais tu trouves un sandwich comme ça. Avec un C'est petit pas coup beau, de ça? bacon. Eh ben, je te remercie, mon ami. Allez, Je te remercie. Ah, moi, ça, ce bébé. Il faut que je monte dedans. Le jambon beurre, si tu veux, c'est vraiment un truc traditionnel, quoi. Bah, c'est un peu cliché, mais c'est quand même le symbole du casse-croûte parisien, du casse-croûte français. Enfin, tu vois, c'est un peu notre hamburger, quoi. Et c'est bien meilleur avec un jambon comme ça, un beurre comme ça. Quand tous les ingrédients sont bons, c'est quand même bien meilleur que n'importe quoi, quoi. Et puis, voilà, c'est du traditionnel, voilà, bah ça, c'est du Paris, c'est de la France, c'est du jambon beurre, quoi. C'est un symbole. Ah, un jambon beurre avec du vrai jambon de Paris. Ça, c'est une référence. Mais, petit problème, est-on seulement sûr qu'il existe encore du jambon fait à Paris? Eh bien oui. Une seule et unique société fabrique encore du jambon dans la capitale. Direction Alexandre Dumas, à l'est de Paris. Un quartier populaire, avec son marché typique et chaleureux. Descendez la rue de Charonne, et dans une cour où rien n'indique une quelconque activité, Les gens ne sont pas au courant, mais on fait encore du jambon à Paris. et pas n'importe lequel, le Prince de Paris.
Et c'est peu dire qu'on est fier de marquer au fer rouge le jambon d'une tour Eiffel. C'est lui qui sent le cochon grillé. Une dizaine de personnes menées par Yves, le patron, sortent chaque jour 170 jambons. L'image de Paris avec un bon jambon, une belle tour Eiffel et quelque chose de savoureux, bien sûr. Hein. Et puis comme on est la dernière salaison parisienne, autant y aller. On est des Parisiens et on fait du jambon à Paris. Tu me donnes un demi-jambon, s'il te plaît, Chacha? Comment se fait-il alors qu'on trouve du jambon estampillé jambon de Paris dans la moindre épicerie de chaque village de France? C'est parti. Parce que c'est tout simplement une appellation déposée par un industriel et non une appellation d'origine. Le jambon de Paris, vendu sous vide, vient donc de partout, sauf de Paris. Contrairement à celui d'Yves. C'est vraiment un jambon qui est fait au plus naturel possible. C'est une cuisse, un jambon. Il n'y a pas d'assemblage de viande. On fait venir les cuisses de Rungis ou de Dreux. Les jambons arrivent déjà coupés, bien sûr. La cuisse, on la prend, on la travaille et on fait un véritable jambon puisqu'on travaille à l'ancienne. Et puis bien sûr, il y a la recette parisienne depuis toujours, celle de sa fameuse saumure. Je remue. Une mixture qui va venir donner ce goût si particulier. Et c'est comme une viande. Quand vous cuisez votre viande, vous aimez bien mettre du jus, ça donne de la saveur. Là, c'est la même chose. La saumure, c'est fait à base de sel. Bon, là, c'est du sel de Guérande. À base de décoction de légumes, d'épices dont je tairai le nom, et les légumes aussi, d'ailleurs. Et c'est Daniel qui est en quelque sorte détenteur du secret de fabrication. Dans son étrange télescope, on appelle ça un réfractomètre, il vérifie que la formule est bien respectée. Je trempe dans la saumure, et là après je le lève en haut, au niveau de la lumière. L'appareil va calculer la densité de sel. Comme ça, on met toujours la même chose dans le jambon, au niveau du sel. On ne se trompe jamais. C'est précis, très précis. Faire du jambon à Paris, c'est une affaire sérieuse, et parfois aussi compliquée. Chacha, enlève un chariot là, que le monsieur puisse passer. Les inconvénients d'être à Paris, c'est 1, il y a beaucoup de voisins, 2, il y a beaucoup de circulation. Pour charger, décharger le camion, c'est un peu compliqué, mais on s'arrange toujours. Bon, les avantages, c'est qu'on est en intramuros. Pour livrer nos clients parisiens, on est à côté. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on veut manger bien et local. Ça vous revient chez votre boucher charcutier, en moyenne, entre 22 et 35 € du kilo, en fonction des quartiers, bien sûr. Parce que les loyers ne sont pas les mêmes si vous êtes dans le 11e ou si vous êtes dans le 16e. Voilà. Entre la préparation, la cuisson à l'étouffée et le repos, comptez une bonne semaine pour faire un jambon d'excellence. Regardez ça. On surveille nos jambons. C'est nos bébés, ça. Nos bébés parisiens. Et quand on parle de produits d'excellence, devinez qui ne peut pas s'empêcher de venir faire un tour dans les cuisines? Gérard Depardieu. T'en avais démoulé combien, là, ce matin? 128. 128, d'accord. Rien que les images, ça met l'eau à la bouche. Alors ça, c'est le moment que je préfère, c'est-à-dire que là, on va faire un petit goût du jambon, parce qu'évidemment, on reste quand même des artisans. Allez, on y va. Impeccable. C'est pas trop cuit, la cuisson est bonne. Ça a le goût de jambon, ça. Donc c'est bon. De l'excellence des produits du terroir à l'excellence de la restauration mondiale, il suffit de traverser la Seine. Pour cela, empruntez le pont des Arts, le plus romantique des ponts de Paris pour passer de la rive droite à la rive gauche. On flâne, on se prend en photo et on s'y embrasse amoureusement depuis plus de 200 ans. Au bout du pont des Arts, voici l'Académie française qui veille au rayonnement de la langue de Molière et juste à côté, la Monnaie de Paris. C'est ici qu'on dessine le côté pile et le côté face des pièces que nous avons dans nos porte-monnaies. Mais surtout, les gastronomes du monde entier savent qu'au premier étage se trouvent les cuisines d'un des plus grands chefs sur Terre, Guy Savoy. Bonjour, ravi de vous accueillir. Bienvenue dans ce magnifique bâtiment de la Monnaie de Paris. Eh oui, c'est difficile à croire, mais vous êtes bien dans le hall d'entrée du restaurant.
même si les apparences sont trompeuses. Moi, je l'appelle le petit Versailles au centre de Paris. Oui, alors vous avez compris que dans un lieu comme ça, on n'a surtout pas envie de prendre l'ascenseur. Voilà 6 ans que Guy Savoy a ouvert ce restaurant qui porte son nom. En plus de ses 3 étoiles au guide Michelin, l'établissement est, accrochez-vous bien, meilleur restaurant du monde en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Vous allez goûter. Comment est-ce possible? Comment peut-on être aussi catégorique? Eh bien, grâce à un algorithme qui tient compte de 550 sources différentes à travers le monde. Critiques culinaires, réseaux sociaux, guides touristiques, tout y passe. Et Guy Savoy obtient la note de 99,75 sur 100. Je veux qu'on se régale, quoi, avec eux, mais sans se prendre la tête, en plus. Alors, pour comprendre comment on devient le plus grand restaurant du monde, nous sommes arrivés bien avant le coup de feu. Lorsqu'on arrive, là, vous êtes d'accord, à 9h du matin, on n'a pas du tout l'impression que c'est un restaurant. On se demande ce que c'est. Est-ce que c'est un garde-meuble? Bien sûr, on repasse les nappes sur les tables, alors qu'elles arrivent déjà repassées. Mais voilà, il faut que la nappe soit totalement lisse, sans pli. Je n'accepte aucune excuse. Ou je ne sais quel alibi qui ne tient forcément pas debout. Guy Savoy ne tolère aucun pli sur les nappes. Donc vous voyez encore cette impression de fouillis. Le pire serait peut-être une trace de doigt sur un verre. Ces verres, en fait, sont passés à la vapeur. Il faut être certain que tout soit d'une parfaite netteté. Ils ont déjà été lavés hier au soir, bien sûr, et là, ils sont revérifiés. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est sans fin. Ici, on passe l'aspirateur 2 fois avant chaque service. On repasse les nappes 3 fois et on renettoie les verres autant de fois qu'il le faudra. La question n'est même plus de compter, mais d'arriver à la perfection. On prend le milieu de l'assiette et on va jusqu'au milieu de l'autre assiette qui devrait être à 60 ici. Sortir un décimètre pour placer ses assiettes, on ne le voit pas partout. Mais on n'est pas partout, justement. On a des verres spéciaux. Ici, on met d'abord le verre à eau plate. Mais on a des verres plus bas pour l'eau gazeuse. Avant chaque service, Guy Savoy réunit sa garde rapprochée. Le but, s'assurer que rien n'est laissé au hasard et rappeler les moindres préférences des clients qui vont arriver dans quelques minutes. Monsieur Bureau, plus de pain jusqu'à nouvel ordre. Pas d'huîtres, pas d'œufs de saumon. Et pas de caviar non plus. C'est bien connu, le diable se cache dans les détails. Avant l'arrivée des clients, on vérifie même la température des salons. Bon à savoir, sous les 20 degrés, il fait trop froid pour savourer son repas. Au-delà de 25 degrés, le vin monte trop vite à la tête des convives. Et c'est gâché. 21 à peu près. Bon, côté restaurant, tout est sous contrôle. En cuisine, le chef Guy Savoy s'assure de sa recette qu'il a fait connaître. C'est le plat signature de la maison. Donc la soupe d'artichaut, la truffe noire et parmesan. Vous voyez, je dépose des lames de truffe sur les lames de parmesan. Et puis alors, à côté, pour la gourmandise, on a des brioches feuilletées. Je la tartine d'un beurre qui est mélangé avec un jus de truffe et de la truffe hachée. C'est ce qui explique sa couleur. Ce plat, il s'intitule brume, crustacés et fond marin. Vous allez voir pourquoi on l'appelle brume. La cuisine est en permanence vivante. Voilà. Guy Savoy frôle l'excellence, car la France frôle l'excellence. La France a tout pour elle, à commencer par un terroir quasi sans limite. La France est le pays de la gastronomie, est leader, et qui montre la voie d'ailleurs à d'autres pays. Elle a su créer les savoir-faire en boulangerie, en pâtisserie, en charcuterie, en cuisine et tout. On a toute cette diversité, toute cette complexité et toute cette qualité, aussi bien des produits que de leur transformation. Et c'est ce qui fait qu'on est le pays où on a absolument tout, de la confiserie, les fromages, les vins, enfin tout. Et même à Paris, on peut avoir d'excellents produits du terroir. Il y a quelques années, ça aurait bien fait rigoler. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle génération d'agriculteurs urbains, les choses changent enfin. C'est vrai que ça, c'est aussi un phénomène nouveau. Et tout autour de Paris, vous avez tous les maraîchers. Bon, ce potiron, par exemple, il a poussé au bout des pistes d'Orly. Donc voilà, on a
On a une richesse de produits en Île-de-France. Alors tout ça, ça a un prix, c'est sûr. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses pour déjeuner ou pour dîner. Mais se rendre chez Guy Savoy est une expérience incroyable. Les stars nationales et internationales s'y pressent. C'est des gourmands qui fréquentent cette maison. C'est aussi bien Véronique Sanson, Mehdi Michel Leb. Ça va de Clint Eastwood à Bono, des présidents de la France, des présidents d'autres pays. Guy Savoy semble presque s'en amuser, à partir du moment où il garde un œil sur son Paris adoré. Il y a des gens qui font des voyages très coûteux pour venir profiter de ces vues. Nous, en pelant des carottes, on peut le voir, donc c'est magnifique. Ouais. Guy Savoy est à la Monnaie de Paris depuis 2015. La brasserie Lippe, que nous allons visiter maintenant, a ouvert en 1880. Rendez-vous au carrefour du très chic Saint-Germain-des-Prés. L'église médiévale du même nom est d'ailleurs la plus ancienne église de Paris. Ces deux cafés emblématiques et éternels rivaux, le Flore et les Deux Magots. Sur le trottoir d'en face, une institution, la brasserie Lippe. Bonjour messieurs, bienvenue chez Lippe. Qu'est-ce que je vous sers? La tête de veau de chez Lippe? Une tête de veau, on est d'accord, ça peut faire peur. Mais rassurez-vous, chez Lippe, on mange de tout, dans la grande tradition des brasseries. De la choucroute évidemment, une blanquette ou une seule meunière. Allez, c'est parti. Méfiez-vous, c'est très chaud, hein. Depuis 140 ans, Lippe est la cantine haut de gamme des personnalités politiques, littéraires et autres comédiens de renom. De François Mitterrand à Tom Cruise, d'Yves Montand à Kylie Minogue. Chez Lippe, on y vient pour voir et être vu. Alors forcément, tout commence par la table qui va vous être attribuée en fonction de votre notoriété et de vos habitudes. Alors, serez-vous placé là où tout le monde peut vous voir ou gentiment éloigné ? Chez Lippe, en fait, si vous voulez, l'établissement est divisé en 3 parties. Alors la première partie, quand vous rentrez directement dans le restaurant, vous avez ce qu'on appelle le paradis. Donc le paradis, c'est là où les gens connus et reconnus viennent être assis, notre clientèle habituée, etc. Et les gens du cinéma, les gens de la politique, les gens de la littérature, l'international. C'est dans cette partie du restaurant que les gens aiment bien s'asseoir. Ensuite, vous avez une seconde partie qui se trouve un petit peu plus loin dans le restaurant. Voilà, qui est la salle du fond, juste là. Donc voilà, cette salle, à l'époque, s'appelait le Purgatoire. Voilà, donc on installait les gens qu'on aimait un peu moins voir dans la première partie du restaurant. On préférait les installer un petit peu plus à l'écart dans cette seconde partie du restaurant. Et vous avez la troisième partie qui se trouve en haut des escaliers et qu'on appelait à l'époque l'enfer. Alors l'enfer, c'était vraiment l'endroit où les gens qui venaient, ce qu'on disait, les gens en short ou les gens avec les sacs à dos, donc vraiment les gens que le directeur ne voulait pas voir en bas dans la première partie. Il y a beaucoup de gens qui nous disent au téléphone, vous me trouvez une table au paradis, sinon je ne viens pas manger chez vous. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, depuis 20 ans, ça s'est un peu détendu quand même. Quoique, si vous n'êtes connu que de votre propre famille, ce qui est déjà en soi très respectable, notre conseil, faites un effort vestimentaire si vous ne voulez pas finir en enfer. Les shorts ne sont pas acceptés. Quelqu'un qui arrive en short et en claquette à la brasserie n'a aucune chance de pouvoir s'installer au paradis. Ça, c'est clair. Clair et net. Et puisqu'il faut être vu chez Lippe, il y a des miroirs partout. Et même des miroirs inclinés, pour pouvoir à tout moment scruter la salle. Incroyable. Vous avez toute une série de miroirs dans le restaurant qui sont inclinés de 20 degrés à peu près, ce qui permet aux gens de pouvoir s'asseoir sur la chaise et de cette façon de pouvoir voir les gens qui rentrent dans la salle du restaurant sans se retourner. Ça, c'est la particularité de ces miroirs qui sont inclinés de cette façon. Donc ça a été fait vraiment exprès pour ça. Voilà. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui vient dîner chez Lippe. C'était François Mitterrand qui venait et qui mangeait toujours à cette table-ci. L'ancien président de la République, M. Chirac, il avait ses habitudes sur cette table-ci, donc qui est la table numéro 24. Donc il mangeait, lui, à gauche et Bernadette à droite. Il venait manger toujours la même chose, une choucroute
avec une bière. On a 4 postes, donc bien évidemment, elle s'installe dans le carré VIP, si je puis dire, donc le Paradis. Et elle a souvent la plus belle table du restaurant, qui est la table numéro 1, l'ancienne table de François Mitterrand. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà comment la table de François Mitterrand fait aujourd'hui office de podium. Autre temps, autre mœurs. D'ailleurs, les horloges de chez Lippe avancent toutes de 7 minutes. Depuis toujours. Étrange, non? Ça remonte à l'époque où la brasserie était la cantine officieuse de l'Assemblée nationale. Le temps de trajet entre Lippe et l'Assemblée nationale, qui est au bout du boulevard Saint-Germain, a environ 7 minutes. Les députés, grâce à l'horloge de la brasserie Lippe, sont toujours arrivés à l'heure à l'Assemblée nationale. Absolument. Bon, mais nous, on a rendez-vous avec le chef Pascal Jounot, un faiseur de miracles dans une cuisine de 13 mètres carrés. Alors, la fameuse tête de veau de chez Lippe, je vous explique. Dedans, vous avez la tête, vous avez la cervelle de veau et la langue de veau. On la sert comme ça depuis plus de 80 ans dans la maison. Ça passe quoi la louche à beurre? De la cuisine dans les règles de l'art. Admirez ce mouvement du poignet pour la salmonière. Allez, c'est parti. Il n'y a plus beaucoup de cuisiniers qui savent faire ça, hein. Sauf mon équipe. Donc en fin de compte, le principe c'est ça, vous cuisinez avec un beurre chaud, et l'avantage c'est que le beurre, quand il est à température, il rentre dans la fibre du poisson, et quand vous mangez une sole, elle est soyeuse, elle est beurrée, elle est moelleuse. Vous voyez? Et là, c'est que du beurre. Ah, que du beurre. Ici, c'est un peu dans cette maison, on tourne à peu près à 300-400 kilos de beurre par mois, hein. Ça, il est mort de rire. On est les garants, en fin de compte, voilà, on est les garants de la préservation de ces plats-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Parce que les gens, quand ils rentrent chez Lippe aujourd'hui, ce qu'ils veulent retrouver, c'est ces fameux plats traditionnels qui sont faits depuis tout un tas d'années. Ah, une dernière chose, ici, les sodas sont interdits. Oubliez donc la sole au coca. Paris a su garder ses traditions, mais sait également innover. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la capitale a ses produits du terroir. Après le jambon, direction une ferme urbaine. En plein cœur de Paris, nous voici au bazar de l'Hôtel de Ville, le célèbre magasin de style Art Nouveau ouvert en 1860. Rue de Rivoli, quartier du Marais, ici, l'effervescence est permanente. Mais qui pourrait se douter qu'au dernier étage du bâtiment, à la rotonde, se trouve une véritable ferme urbaine. 22 000 plantes poussent au grand air sur 1500 mètres carrés grâce à ces panneaux verticaux qui ont révolutionné l'aménagement des terrasses, comme nous l'explique Marie, agricultrice urbaine. Cultiver sur des toits dans Paris, ça nécessite des adaptations. On n'aurait pas pu mettre une couche de terre, ça aurait été trop lourd. C'est pas forcément de sens de prendre de la terre de la campagne et de venir en camion gruter sur un toit. Donc il a fallu trouver une technique un peu plus intelligente et adaptée au bâtiment. Et nous, notre système, il est plus léger. Il y a de la terre dans ces petites poches, mais sinon, c'est de la laine de mouton et du chanvre. Ça ressemble à un tapis, en fait, où on vient comme ça mettre les plantes et elles vont ensuite se développer dans ce système-là. Devant vous, le plus grand potager vertical dressé sur un toit d'Europe. On y cultive 60 variétés de plantes. Fleurs comestibles, fraises, framboises, kiwis, thym, romarin, menthe, houblon. Donc cette plante-là, tout le monde ou presque la consomme, mais pas grand monde ne sait ce que c'est. C'est du houblon. Et nous, on va la brasser dans une brasserie qui est au nord de Paris. Et on cueille les petits cônes comme ça. Et c'est ça qu'on envoie à la brasserie pour faire de la bière. Qui aurait cru, il y a quelques années encore, que les Parisiens allaient se remettre à cultiver dans la ville? Car oui, les Parisiens ont déjà eu la main verte. En temps de guerre, par exemple, Paris était cultivé beaucoup plus largement qu'aujourd'hui. Il y avait des poireaux lourds, des pommes de terre, des poules dans les balcons, des lapins dans les caves. Donc c'est pas nouveau de cultiver à Paris. Les techniques sont différentes. En vertical, comme ça, c'est assez inédit pour le coup. Pas d'engrais chimiques, pas d'insecticides et un circuit court. Ce qui est cultivé à Paris est mangé à Paris. Par exemple, dans le restaurant juste à l'étage en dessous. Mais aussi dans certaines épiceries de la capitale, dans des glaces, des spiritueux. Les produits du terroir parisien ont de beaux jours devant eux. Après, c'est des métiers assez éprouvants. L'hiver, ça se passe à la lampe frontale parce qu'il fait nuit.
quand on commence et c'est extrêmement speed. Il faut vraiment cueillir pour des grands chefs une super qualité. Aujourd'hui, il fait beau, c'est très agréable, mais je suis là aussi quand il pleut, quand il y a du vent, quand c'est l'hiver. Ultime astuce. Pour polliniser toutes ces plantes, à quelques mètres de là, 3 ruches, soit 90 000 abeilles. Oui, sur le toit du BHV. Alors là, tiens, chose intéressante, on voit, ça c'est un mâle. Tu vois la taille qu'il a par rapport aux autres? Ça c'est un mâle. Donc le mâle, il n'a pas d'aiguillon, déjà il pique pas. Aucun risque. On dit même que le miel parisien est parmi le meilleur de France. L'explication est simple. Les abeilles trouvent sur les balcons de la capitale jusqu'à 75 variétés de plantes et de fleurs. D'où un miel particulièrement délicat. Vous voulez goûter? Autre surprise, les ruches de la capitale, préservées des pesticides, produisent plus qu'à la campagne. Une ruche parisienne produit facilement ses 20 kilos de miel annuel. Comment tu vas les faire partir? Donc, oh putain. Mais non. Il est des autorisations de tournage plus ou moins difficiles à obtenir. Quand on a eu celle qui va suivre, on ne vous cache pas qu'on était content. 15 quai de la Tournelle, une adresse prestigieuse, juste en face de l'île Saint-Louis et de l'île de la Cité. Nous allons maintenant visiter le plus vieux restaurant de France, ouvert depuis 1582. Et l'un des plus cotés aussi. Son nom à lui seul impose le respect, la Tour d'Argent et son fameux restaurant au dernier étage. Mais avant de prendre l'ascenseur, comme les plus grands de ce monde, vous devrez emprunter le mythique couloir aux autographes. Charlie Chaplin, Robert De Niro, Romy Schneider, Dali ou Johnny Hallyday sont passés par là. Et toutes les personnalités politiques, bien sûr. On est toujours un petit peu taquin parce qu'on met Nicolas Sarkozy à côté de Ségolène Royal, on met Jean-Marie Le Pen à côté de Robert Rue. On les a tous eus et c'est toujours assez impressionnant de voir toutes ces célébrités. André Terrail connaît bien la maison. De père en fils, depuis 3 générations, on possède la Tour d'Argent et on se transmet son histoire. On dit qu'un certain Henri III, roi de France et de Navarre, aurait découvert la fourchette à la Tour d'Argent. Il revenait de la chasse. Il avait été très impressionné par des gentilshommes italiens qui utilisaient finalement des sortes de petits ustensiles avec des pics qui permettaient de passer la collerette, ces grandes collerettes blanches très impressionnantes, et qui permettaient d'éviter de l'attacher et d'apporter finalement les mets à la bouche. Tous les grands de ce monde vont à la Tour d'Argent. Eh bien, à notre tour. S'il vous plaît. Et c'est Monsieur Bourane, le liftier, qui nous emmène au 5e. En France, on n'a pas l'habitude des restaurants aux étages. À la Tour d'Argent, c'est on ne peut plus justifié, puisqu'il s'agit tout simplement de la plus belle vue de Paris. Regardez bien, les Invalides, Saint-Sulpice, la Tour Eiffel, la Grande Arche de la Défense au fond, Notre-Dame, en travaux depuis le terrible incendie du 15 avril 2019, et le sublime quai d'Orléans. S'il vous plaît, monsieur. Il est 8 h du matin et c'est Alexandra qui dresse les tables pour le déjeuner. Premier objectif, optimiser la vue. Nous, on essaye vraiment que personne n'ait jamais le dos à la vue de Notre-Dame. Donc on essaye de mettre en quinconce. Bien évidemment, on aura toujours peut-être un invité qui sera un petit peu plus lésé que l'autre, mais nous, on va essayer, par le biais du service, de faire en sorte que notre invité ne le remarque même pas. Généralement, je laisse un doigt entre la table et l'assiette. Une fois que je suis sûre d'être vraiment alignée avec ma chaise, je peux recouvrir et j'enchaîne. Nous utilisons des assiettes en argent pour le service. Et donc, afin de les préserver au mieux et d'éviter tout dommage avec de la poussière ou avec tout élément extérieur, nous les protégeons d'une petite feutrine. Des assiettes en argent, forcément, c'est très impressionnant. Mais cela nécessite quelques précautions. Je mets des gants noirs en velours pour avoir le moindre contact polluant sur nos assiettes en argent. Moi, en amont, je les ai déjà nettoyées avec un produit spécial. Je les ai laissées sécher, puis repassées derrière avec une petite note de vinaigre pour vraiment qu'elles soient très brillantes. Tout ça pour une assiette? Tout ça pour une assiette, en argent, de la Tour d'Argent. Un souci du détail omniprésent que même les habitués ne connaissent pas toujours. Qui irait imaginer que le symbole du restaurant, le canard, est presque disposé sur la table avec une boussole? Nous veillons toujours à placer le bec vraiment vers l'arrivée de nos invités. Le canard, emblème de la maison, en est aussi son plat signature, comme on dit.
le fameux canard de la Tour d'Argent, auparavant appelé canard au sang. Inventé en 1890, la recette peut paraître déroutante. Sa préparation est un véritable rituel qui se déroule en plein milieu de la salle, dans le théâtre au canard. Valentin, assistant canardier, eh oui, c'est comme ça qu'on dit, et Olivier, maître d'hôtel, sont à l'œuvre pour nous. Donc Olivier va commencer par lever les cuisses, la partie la moins cuite dans un caneton. Donc elles vont être levées en premier pour ensuite ramener en cuisine pour terminer la cuisson auprès du chef. Ces canetons, de jeunes canards de 6 à 8 semaines, sont élevés au grand air en Vendée. Chose étonnante, ils sont tous numérotés et dotés d'une sorte de carte d'identité. Aussi, devant vous, là, se prépare le 1 116 000e caneton depuis 1890. Forcément, du monde est passé. On voit de temps en temps des familles qui reviennent avec des anciennes cartes à canard, des grands-parents, des parents qui reviennent avec les enfants, avec les petits-enfants. Ce geste est extrêmement technique, c'est une découpe à la volée. Donc avec une pince en argent, je vais assister Olivier pour enlever la peau du caneton. Donc c'est une pièce de théâtre qui se joue à deux au théâtre à canard. Mais revenons à nos canetons. Bon, là, on va passer quelques images en accéléré. Le canard au sang consiste aussi à récupérer le sang, justement, pour la préparation de la sauce. La carcasse passe alors dans un pressoir en argent. On en extrait jusqu'à la dernière goutte. Une fois que la sauce au sang est prête, donc Olivier va napper le suprême. La tradition se poursuit également en cuisine avec le grand chef Yannick Franck, meilleur ouvrier de France en 2004. Assaisonnement, tout c'est nickel. C'est quand même une maison à sauce, quoi. C'est la vraie cuisine, quoi. Hein. C'est pas la cuisine moléculaire où je peux pas arriver en disant voilà on va faire une cuisine moléculaire à la Tour d'Argent. C'est pas possible. Il faut avoir des bases classiques et une cuisine goûteuse, quoi. Voilà, avec de la sauce. On a envie de saucer à la Tour d'Argent. En cuisine, 36 personnes. Mamadou, on y va. En salle, 36 personnes. Pour une salle de 50 couverts. Il y a donc plus de personnel que de clients. Faut savoir rester au top. À suivre, il y aura 2 Saint-Pierre, 3 bœufs, un bien cuit, un à point, un saignant. D'ailleurs, le monde entier rêve de la Tour d'Argent, y compris Rémi, l'adorable star du film Ratatouille, qui officie dans les cuisines. Stéphane Trappier, directeur du restaurant, a reçu les équipes de Pixar en repérage. La cuisine de Ratatouille, c'est les cuisines de la Tour d'Argent et les fenêtres de la cuisine de la Tour d'Argent qui observent la Tour Eiffel. Tout à fait. La Tour d'Argent est le plus vieux restaurant de France. La Tour d'Argent a l'une des plus belles vues de Paris et fait rêver le monde entier. Mais l'établissement possède sans doute l'une des plus belles caves à vin de la capitale. Des chiffres et des bouteilles à faire tourner les têtes. S'il y a un lieu dans le lieu, c'est la cave de la Tour d'Argent. Dans les dédales des sous-sols de l'immeuble, vous avez 1200 mètres carrés de cave, un lieu unique au monde. 320 000 bouteilles, 14 000 vins différents. Et j'ai des personnes qui viennent du monde entier pour savourer des flacons qui datent quelquefois de plus de 50 ans. Et des flacons qui ont un certain prix, on s'en doute. Attention donc aux vins que vous allez choisir. Sur la carte de la Tour, on peut trouver des vins découvertes, des jeunes vignerons qui seront les stars de demain, qu'on peut peut-être trouver aux alentours de 130 €. Donc c'est vraiment des entrées et puis des bouteilles beaucoup plus anciennes qui vont chiffrer dans les centaines de milliers d'euros. Pour les petits malins qui seraient tentés de rendre visite à la cave de la Tour d'Argent, sachez que notre caméraman n'a pas eu le droit de filmer ne serait-ce que la porte qui descend au sous-sol. C'est un bunker. On a des bonnes relations avec la police locale qui nous surveille et qui nous sécurise. La cave gardée par une partie de mon équipe, c'est-à-dire 12 personnes. Et donc effectivement, il faut faire très attention quand on ouvre la porte de la cave de Tour d'Argent. Cela peut être handicapant pour notre service. Direction maintenant la Porte Maillot, à l'ouest de Paris. Nous allons vous raconter l'une des histoires les plus étonnantes de la restauration parisienne. Le relais de Venise, l'entrecôte. Bienvenue au relais de Venise. Depuis 60 ans, c'est le même menu. Depuis 60 ans, cet établissement n'a jamais fait une seule publicité. Depuis 60 ans, il affiche complet.
Car finalement, depuis 60 ans, tout le monde se régale avec une sauce mystérieuse dont le secret est mieux gardé que la formule d'un célèbre soda. C'est quasiment ma salle à manger. On n'appelle pas l'entrecôte, on appelle notre cantine. Depuis 60 ans, la formule est immuable. Et puisque tout le monde va manger la même chose, on ne vous pose qu'une question, la cuisson de votre viande. La formule qu'il faut qu'on dise au client, comment la voulez-vous? Donc évidemment, la viande. Il n'y a qu'une formule unique en fait. Donc c'est une assiette de salade avec des brisons de noix, c'est de la feuille de chêne rouge et verte. Ensuite, c'est un plat de viande, il y a à peu près entre 180 et 200 grammes de viande, qu'on sert en 2 fois. La première fois dans une première assiette, avec une bonne grosse fourchette de frites, de la bonne sauce secrète. La sauce secrète. Avec la gentillesse du personnel, c'est là qu'est l'explication de l'incroyable succès du relais de Venise, l'entrecôte. À croire que cette sauce rend fou. Tout le monde l'adore et tout le monde cherche à percer le secret. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui ont cherché à le percer. On vient même de très loin pour être initié à la sauce magique. Je suis sud-coréen et je vis à New York. Je n'ai malheureusement aucune idée des ingrédients qui composent la sauce. Mais vous le savez? Non? Parce que c'est le secret de ce restaurant. Les internautes du monde entier remplissent des casseroles de mixture verte. Je pense avoir trouvé la recette de la sauce. Je vous montre. On cherche le Graal, avec plus ou moins de succès. Voilà, vous savez faire la sauce entrecôte. À vous de régaler vos amis. Mais la chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'il y a beaucoup de beurre. Après, les apprentis y trouvent 1001 ingrédients. Des capres, du basilic, du foie de veau, bref. À chacun sa potion magique. 4 gros filets d'anchois ou 5 petits. Certains se lancent même dans le business. Nous avons étudié la sauce à Paris chez l'entrecôte. C'est là où nous avons eu l'inspiration pour notre plat. Nous revenons après quelques mois pour retrouver la recette. Allez, on goûte? C'est délicieux. Ça y est, il suffit de la déposer sur un steak. Même le très sérieux quotidien Le Monde a annoncé fièrement avoir découvert la formule en 2007. Que nenni! Et voilà comment une sauce devient un mythe, un grand mystère contemporain. Alors imaginez comme nos serveuses sont sollicitées. C'est un secret international cette sauce. C'est ce qui fait la réussite. On m'a même proposé d'ouvrir un restaurant ailleurs à condition que j'amène la recette. Comme j'ai pas la recette, de toute façon, je ne dirai rien. Vous pouvez rien avoir de moi, rien. Tout est top secret. Bon, et bien puisque c'est comme ça, nous, on va aller directement en cuisine et on va bien voir comment elle est préparée, cette sauce. non, ça c'est interdit. Stop, ici c'est secret. C'est la sauce, c'est secret, personne ne rentre. Non. Interdit. On va pas plus loin. La seule personne qui connaisse le secret de cette sauce qui se transforme en or, c'est elle. Fille de monsieur Paul Gineste de Sort, qui créa l'établissement en 1959. Elle n'a depuis jamais dit un mot. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'elle accorde une interview. Il me semble que ici, c'est un des secrets les mieux gardés de Paris. Oui, parce qu'il n'y a que moi qui ai le secret. C'est pour ça, c'est simple. Voilà, je ne l'ai jamais donné à qui que ce soit. Donc voilà. Même ma fille, je lui ai mis sous enveloppe scellée, mais elle ne sait pas. Voilà. Et ce n'est pas nous qui allons l'obtenir. Mais voici l'incroyable façon dont le secret est gardé depuis tant d'années. Je commande dans plusieurs endroits différents, qui envoient tout ça sans dire ce que c'est, à un quatrième endroit qui fait le mélange et qui nous l'envoie. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait bête et secret, mais c'est comme ça. C'est surtout un procédé imparable. Car même si tous les matins, Jean-Jacques, le chef cuisinier, prépare la sauce de la journée, c'est à partir d'ingrédients secrets déjà mélangés. Et puis, de toute manière, ce n'est pas la peine d'insister, visiblement. Voilà, encore une histoire extraordinaire et parisienne, une aventure à peine croyable. Dernier pied de nez, les plus grandes stars sont venues déjeuner ou dîner au Relais de Venise en toute discrétion. Le livre d'or peut faire pâlir les plus grands établissements français. Bourvil, Yves Saint-Laurent, Jeanne Moreau, Alain Delon, Claude Nougaro, Johnny Hallyday, et plus récemment Emma Stone, Ryan Gosling et Pascal Obispo.
Sortons maintenant un peu de ces restaurants parisiens et prenons une grande bouffée d'air frais. Alors là, on est où? Est-ce les vendanges dans le Bordelais? Dans le Beaujolais? Ou pourquoi pas en Bourgogne? Loupé! Nous sommes à quelques mètres de la basilique du Sacré-Cœur. Juste derrière, en fait, en haut de la butte Montmartre. Certains vont tomber des nues, ils ne savaient pas. D'autres criaient à la pollution, il ne faut surtout pas boire la piquette parisienne. Quelques malins rigoleront, bien sûr. Et pourtant, laissez-nous vous convaincre que Paris a ses produits du terroir et que le vin en fait partie. D'ailleurs, Montmartre et le vin, c'est une longue et belle histoire d'amour. De la place du Tertre à Pigalle, en passant par la rue Epic et le café d'Amélie Poulain, le quartier reste un lieu de liberté incroyable. Un village que certains habitants se sont même amusés à rebaptiser République de Montmartre, et dont le président n'hésite pas à marier 8 couples en même temps, juste pour rigoler, sur la place Dalida. Je l'accepte. À Montmartre, on s'amuse et l'on respecte les traditions, dont celle de faire du vin depuis toujours. Au XVIIIe siècle, on recensait même une vingtaine de vignobles autour de la butte. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une parcelle de 1500 mètres carrés, mais qui suffit à faire de la fête des vendanges le 3e événement parisien le plus fréquenté, derrière la fête de la musique et la nuit blanche. Depuis presque 100 ans, des marraines et parrains prestigieux viennent saluer les vendanges. En 2011, Gérard Jugnot n'en revient toujours pas que la butte produise du vin. On m'avait dit qu'il y a du vin à Montmartre, je ne le croyais pas. Eh bien, je peux vous le dire, c'est vrai. Et il n'est pas mauvais. Il n'est pas très bon, mais il n'est pas mauvais. En 2013, Thomas Dutronc et Nolwenn Leroy lancent un cri d'amour. Vive le pinard! Repris l'année suivante par Jacques Higelin et Sandrine Bonner. Vive le vin de la commune libre de Montmartre. Et Laurent Voulzy est, comme toujours, prêt à pousser la chansonnette. Ah, le bon vin, le bon vin, le bon raisin. Tout le monde s'enthousiasme, mais rappelons quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein? En septembre dernier, pour les vendanges 2021, il pleuvait des cordes. Mais vous pensez bien qu'il en faut plus pour démotiver les piliers de la butte. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, les vendanges de Montmartre sont éternelles et elles sont toujours lieu. Depuis 1933, on fait pousser du raisin juste derrière la basilique du Sacré-Cœur. 1700 pieds de vigne pour 30 cépages différents. Principalement du gamay et du pinot noir, mais aussi du merlot, du riesling. Inutile de préciser qu'ici, l'affaire est prise très au sérieux. Malheur aux mauvaises langues qui raconteraient que le vin de Montmartre est une piquette. À tous ceux qui disent qu'on ne peut pas faire de vin à Paris, je leur dis venez déguster le Clos Montmartre et vous serez convaincus. On a ramassé 1992 kilos et 880 grammes. Vous êtes sérieux, hein? Et quand on connaît le prix de l'immobilier dans le quartier, au bas mot comptait 25 000 € au mètre carré, eh bien ce vin-là, il n'a pas de prix. Allez, Steve! Alors forcément, pour transporter ce trésor en grappe, le minimum, c'est un convoi spécial. Et vous savez où le raisin part se faire vinifier? Ça ne s'invente pas, on est en France. Dans les caves de la superbe mairie du 18e arrondissement. C'est là que nous accueille Sylviane Leplâtre, œnologue professionnelle qui s'occupe du Clos Montmartre depuis 10 ans. Une vraie révolution. Et par exemple, ça c'est pas mûr, là. Là, vous voyez, c'est pas mûr. Donc ça ne peut pas faire du rouge. En fait, il existe 2 vins à Montmartre, un vin rosé et un vin rouge. C'est un vin très particulier qui a des tanins très fins, qui a une originalité du fait de sa complexité aromatique. 30 cépages, 30 variétés de vignes. C'est donc très multiple. Il faut dire que le Clos Montmartre revient de loin. Avant les années 2000, seuls les plus téméraires l'adoptaient. Depuis, objet de tous les soins, le Clos Montmartre a gagné ses lettres de noblesse. On est d'accord, ce n'est pas un vin qu'on garde en cave, c'est sans doute parce qu'il est tellement bon qu'on le boit dans l'année.
N'oubliez pas, le vin de Montmartre a toujours sa personnalité. Il n'a pas été fait, il n'est pas élaboré pour ressembler à un autre. Vinifiée sans sulfite, la cuvée 2021 a sorti 2500 bouteilles quand même. Un produit du terroir dont les Parisiens sont fiers. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. Avec honneur et plaisir, je déclare ouvert le 80e banc des vendanges de Montmartre, les vendanges de l'amour. Direction le quartier du Montparnasse, au sud de Paris. Sa tour de 210 mètres de hauteur et sa gare de style pas très belle. Heureusement, dans le quartier, il y a des brasseries. Et pas n'importe lesquelles. Il y a des adresses mythiques. La Coupole, la plus grande brasserie de France, une institution. Dès que vous avez 3 pieds de cochon et une andouillette bien grillée. Ouverte en 1927, elle est autant réputée pour sa gastronomie que pour son dancing au sous-sol. Joséphine Baker, ici avec Charlie Chaplin, y avait ses habitudes, comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans les années 70. Puis, la belle s'est endormie quelques années. Elle se réveille enfin et renoue avec son passé festif et délirant. Une fois par mois, voilà la parade qui débarque en plein dîner, comme à la grande époque. Du premier service de midi jusque tard dans la nuit, nous avons suivi cette folle machine lancée à 100 à l'heure. Paris s'était endormi, mais Paris s'est réveillé. Allez, on y va, préfet. Allez. À quelques secondes du coup d'envoi, du coup de feu, comme on dit en restauration, Pierre, le patron, annonce à ses équipes les tables attribuées. Tony, tu viens? René? Aujourd'hui, ils vont être 30 serveurs pour couvrir les 800 mètres carrés du restaurant et ses 350 places assises. C'est phénoménal. Et écoutez. Monsieur Nur au 50, Monsieur Barguin et Monsieur Dufay au 60, Monsieur Deck... Les dés sont jetés. On dirait qu'il annonce les chevaux au départ d'une course. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent service. Merci beaucoup. Merci. Les serveuses et serveurs que vous voyez là sont l'élite de la profession. Très bon déjeuner. Le tartare de bœuf. Des serveurs toujours en mouvement à qui nous avons posé un podomètre pour calculer les distances effectuées pendant les services. Rappelez-vous, nous sommes dans la plus grande brasserie de France. Et c'est Antoine, 16 ans, en apprentissage, qui s'est prêté au jeu. Attention! Bon appétit, messieurs, dames. Plus de 8 km sur la journée. C'est ce que fait en moyenne un joueur de foot professionnel durant un match. À la fin de la journée, des fois, on est très fatigué, puis après, ça peut aller. Comme je dis, on a l'habitude, donc tout va bien. D'ailleurs, les serveurs qui font ces allers-retours incessants entre la salle et la cuisine, on les appelle des runners. Traduisez, des coureurs. Et puis, il y a ces plateaux incroyables qu'il faut porter, véritable mystère de l'attraction terrestre. Montrez-moi comment on porte un plateau, parce que souvent on vous voit passer, on se dit c'est pas possible, c'est un jeu d'équilibre. On les prend comme ça, on met la main comme ça, avec les doigts comme ça. Et ensuite, on repose un peu sur l'épaule, et c'est l'épaule qui fait tout le travail. Et le bras qui maintient un peu. Et là, on peut rester longtemps comme ça. C'est antidérapant, donc ça évite que ça bouge trop. On a la hantise de faire tomber un plateau, mais ça arrive à tout le monde. Et puis après, faut pas avoir peur de recommencer, et c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et Antoine, à 16 ans, a déjà tout d'un grand. Regardez donc ce coup de pied technique dans la porte pour accéder aux cuisines. Nous, ça nous fascine. C'est ça l'esprit brasserie. Ah, et puisque nous sommes dans les cuisines, une autre belle anecdote. Vous savez, les annonces des plats qu'on adore entendre quand on est en salle, ça. En direct, un foie de veau rose, un cabillaud. Oui. Et 2 volailles. Eh bien, ces annonces sont faites par celui qu'on appelle dans la profession un aboyeur.
Ça garni purée. Oui, un aboyeur. Il annonce les plats aux cuisiniers qui lui répondent. Bref, il coordonne toutes les commandes et c'est souvent le chef cuisinier lui-même qui joue l'aboyeur. Il est là pour 2 seules meunières. Retournons en salle et retournons également quelques années en arrière. Dans le Paris des années 20, il y a 100 ans, cette salle incontournable de la gastronomie parisienne était alors... Imaginez-vous ici, 100 ans auparavant, 1930, 1927, les voitures à vapeur, le charbon, c'était un hangar. Tout simplement un hangar à charbon. On sort alors de la Première Guerre mondiale. Paris veut s'amuser, Paris veut oublier. Commencent alors les années folles, l'insouciance. Les artistes sont les bienvenus. Ils vont décorer la coupole dans un style art déco, qui vaut aujourd'hui à l'établissement d'être classé au monument historique. Toutes les colonnes ici sont des années 30, avec des peintres de renom. Et finalement, chaque artiste qui a créé venait manger gratuitement. Et dans un tel endroit, depuis toujours, les stars se pressent. Le couturier Yves Saint-Laurent y avait ses quartiers, ici à gauche, au premier plan en 1971. Et autre rareté que nous avons dégotée, on vous met au défi de retrouver de qui il s'agit ici. Karl Lagerfeld, en 1972, qui fête ses 39 ans. Des personnalités, il y en a énormément, hein, Gilles. Rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire, parce que Gilles est un collaborateur... Gainsbourg. Gainsbourg. Robert De Niro. Robert De Niro. Il vient souvent. Harvey Keitel. Al Pacino. Jean-Claude Van Damme, j'ai servi aussi. De Niro, c'est casquette, tac, tac, manche croûte, hop, hop, hop. Et c'est comme en film, rapide, tac, tac. Il n'a pas le temps. Avec une casquette, il s'assoit. Sharon Stone, oui, j'ai servi ici à la table. Ici. Jean-Paul Belmondo, il arrive souriant. Son petit apéritif, c'était un américano maison, il le prend. Après, c'est rapidement l'entrée, il est là, surtout. Son petit chien, il prend soin de son petit chien à côté. La coupole, c'est le monde, la vie, le bruit, l'ambiance. C'est un peu, de temps en temps, un peu trop, mais bon, après, c'est la vie, quoi. Un comble. C'est bien la première fois qu'on entend un patron dire qu'il y a un peu trop de vie dans son établissement. Il faut dire que la baronne de Paname et toute son incroyable équipe font venir une nouvelle génération de joyeux fêtards. Une fois par mois, c'est nuit blanche à la coupole. Le retour du bal, enfin. Ça swing, ça fait les yeux doux, ça s'effeuille. Ça roucoule dans les micros. Dehors, ça joue des claquettes. Dedans, on ajuste ses plumes devant un public qui fait l'effort de venir habiller années 30. À la coupole, on y mange et on y danse. Le grand retour des années folles. Après tous ces vins et ces plats salés d'exception, on rêve de sucre, non? Si vous aimez les gâteaux, éloignez-vous de vos écrans, voici le must. La plus ancienne pâtisserie de Paris. Un coup de maître réalisé en 1730 ou comment un certain Nicolas Storer, pâtissier du roi Louis XV, quitte Versailles pour monter sa propre boutique en plein cœur de la capitale. Il est 7 heures, la rue Montorgueil se réveille. Depuis presque 300 ans, on y prépare quelques-uns des plus emblématiques gâteaux français. Ici, Nicolas Storer a inventé le baba au rhum, la religieuse à l'ancienne ou encore les fameuses bouchées à la reine. Côté boutique, les vitrines élégantes attirent les premiers clients. Alors que dans les cuisines attenantes, une dizaine de pâtissiers s'activent pour sortir les premiers kouglof et les croissants encore tout chauds, Bastien répète lui un geste étonnant et plusieurs fois centenaire, la caramélisation des puits d'amour. Ce gâteau
C'est le Puy d'Amour, donc c'est le gâteau emblématique de la pâtisserie Storer avec le baba au rhum. Et donc là, je suis sur l'étape finale du Puy d'Amour, je suis sur la caramélisation. Donc c'est une caramélisation au fer à l'ancienne. Donc tous les matins, nous caramélisons nos petits Puy d'Amour pour la boutique. La tentation est partout. Des chariots remplis de gâteaux, des fours d'où sortent des odeurs sublimes, un régal pour les yeux et pour le nez. Parmi les grands classiques de la pâtisserie française, le Paris-Brest, qui rend hommage à la célèbre course cycliste du même nom. Inventé en 1910 à la demande du fondateur de la course lui-même, qui voulait une création en forme de roue. Tradition oblige, depuis 1910, on reproduit les mêmes gestes. Si vous arrivez à prendre une poche et à pocher d'un coup n'importe quel type de pochage, je vous donne mon tablier et je vous laisse ma place. Et cette pâtissière si habile sait de quoi elle parle, puisque Maëva est la chef pâtissière de Storer. Autant dire l'une des plus grandes pâtissières de France. Maëva n'a que 29 ans, ce qui ne n'empêche pas d'avoir le goût du beau geste, même si la tradition évolue. J'adore la pâtisserie moderne, mais c'est vrai que j'aime tout ce qui me rappelle un peu l'enfance, le sucre, le beurre, le chocolat, le praliné. Et c'est pour ça que j'ai pris un CV et 6 jours après, je travaillais là. Ici, tout respire la tradition et le respect d'une histoire extraordinaire, comme nous l'explique Steve, l'un des propriétaires. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a la chance d'avoir récupéré les recettes de Nicolas Storer. Et Nicolas Storer, c'est quand même le pâtissier qui a inventé le baba au rhum, le pâtissier qui a inventé la bouchée à la reine. Avoir la possibilité de faire perdurer ces recettes et de continuer à faire le baba tel qu'il était fait pour Louis XV, c'est une chance incroyable. Un incroyable personnage, ce Nicolas Storer. Non seulement il s'impose comme génie de la pâtisserie, mais également comme homme d'affaires redoutable. Imaginez, il quitte le roi Louis XV, déjà il faut avoir du cran, pour un concept qui n'existe pas encore, une pâtisserie qui a pignon sur rue. Et là, deuxième bonne idée. Juste là, il y a les Halles de Paris, qu'on appelait le ventre de Paris à l'époque, et dans laquelle, à cet endroit-là, ils trouvaient à la fois la crème, les œufs, la viande, le poisson. Tout était centralisé dans cet endroit-là. Donc ils pouvaient se fournir juste là, et vu que tous les porteurs de Paris étaient rue Montorgueil, ensuite ils pouvaient faire livrer ces gâteaux et ces pâtisseries salées sur toutes les plus belles tables de Paris. Et même la table du roi. C'est malin. Il est parti, mais a gardé les contrats avec Versailles. Et bien sûr qu'il y livrait sa fameuse pièce montée, la religieuse à l'ancienne, qu'on continue à fabriquer exactement comme au XVIIIe siècle. Je me sers d'un guide au départ pour pouvoir faire quelque chose de droit, pour que mes éclairs aient le bon angle, pour qu'une fois tous assemblés, je puisse assembler les étages et que ça fasse quelque chose, que ça fasse la religieuse. Vous pouvez aller jusqu'où, Bastien? Jusqu'au ciel s'il le faut. Tout de suite les grands mots. Mais ils sont montés à plus de 4 mètres en 2018. Un jeu de construction à base de 5000 éclairs au chocolat. Je vais mesurer pour essayer d'avoir les étages les plus droits possibles. Une œuvre qui part immédiatement en vitrine dans la boutique. Ah, dernier petit détail, on rajoute quelques feuilles d'or. Voilà, parfait. La reine d'Angleterre, elle, n'avait pas hésité à faire boucler tout le quartier pour passer à la boutique. La reine d'Angleterre est venue pendant la période de Pâques. Elle devait rester quelques minutes et finalement elle est restée 2 heures. Mais je vois qu'elle a un bel œuf de Pâques. Et à mon avis, elle a dû grignoter un petit chocolat. Direction la rue du Faubourg Saint-Denis, du côté des grands boulevards. Bienvenue dans une des cantines les moins chères de Paris. Un bouillon. Oui, à Paris, on appelle ce type d'établissement un bouillon. Et on va vous expliquer pourquoi. Un bouillon direct. Il en existe une petite dizaine et l'on y trouve un rapport qualité-prix imbattable. Et en plus, on déjeune dans un cadre classé. Alors pourquoi s'en priver? Une table pour combien de personnes? Par ici, s'il vous plaît. Et pour comprendre comment un bouillon réussit à nous régaler pour pas cher, il faut se lever tôt, très tôt. Paris se réveille à peine que déjà le chef cuisinier Christophe Moisan est sur le pont. Là, je contrôle s'il y a bien tous les produits qui sont commandés. Ici, on ne cuisine que des produits frais de saison. Ça prend plus de temps, mais déjà, c'est moins cher. La patate douce, c'est environ 20 kilos, c'est pour la journée.
En fait, c'est un produit de saison. Et puis, nous, en ce moment, à la carte d'automne, on fait un parmentier de boudin noir à la patate douce, ce qui marche très fort. En fait, on met boudin noir, purée de patate douce dessus, on mixe, un peu de lait, un peu de beurre, bien assaisonné, puis voilà, c'est parti. Avant que le restaurant ne soit envahi, jetez déjà un coup d'œil à cette salle sublime de style Art Nouveau. Elle est inscrite aux inventaires supplémentaires des monuments historiques. Depuis 1906, on déjeune sous les yeux de 4 femmes symbolisant les 4 saisons, cachées sous les traits de Sarah Bernard. Direction maintenant les cuisines avec Christophe pour découvrir le plat culte qui a donné son nom à ce type de restaurant, le bouillon. Le bouillon a été inventé début 1855 par un boucher des Halles, M. Duval, pour nourrir les ouvriers parisiens. L'idée géniale qui a été faite, c'est de créer ce genre de restaurant pour passer les bas morceaux. Et c'est ce qui a fait ce succès des bouillons. Tout le monde ne sait pas ce que sont les bas morceaux. Par exemple, la poitrine, le gîte ou le flanchet sont des pièces à faire bouillir. Mais reprenons. Des gens qui avaient peu de moyens, qui venaient manger, les ouvriers, des halles et tout ça qui venaient manger pour se nourrir et d'un plat consistant pour pas cher. Au 19e siècle, Paris est sans dessus dessous. Le baron Haussmann fait refaire la ville. Des milliers d'ouvriers débarquent dans la capitale et il faut bien les nourrir. Au début du siècle dernier, les bourgeois mangeaient les morceaux nobles, entrecôte, filet de bœuf. Et la population qui avait un peu moins de moyens mangeait les bas morceaux. Le bouillon, c'est une philosophie. Un art de cuisiner à petit prix, autour de 11 € le plat. Car ici, tout est optimisé, rien ne se perd, tout se récupère. Le gaspillage, pour moi, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'un cuisinier doit pouvoir savoir tout transformer, même s'il y a des restes. Vous voyez, dans un restaurant comme ici, on a des gens qui mangent. Ici, on est une quarantaine de personnes, donc il faut les nourrir. Donc on a toujours moyen de passer... on ne peut pas acheter. En 1900, on va compter jusqu'à 250 bouillons à Paris. Ils deviendront la première chaîne de restaurants populaires de la capitale. Mais petit à petit, ils seront remplacés par les brasseries. Aujourd'hui, on y revient, pour ces prix attractifs, mais pas que. C'est des plats qui demandent beaucoup de temps de préparation, d'accord? Donc c'est des plats que les gens ne peuvent pas faire chez eux. Donc ils viennent ici pour retrouver ce genre de plats, pour pouvoir les manger et se faire plaisir. C'est pas le tout, mais il est déjà midi et les Parisiens ont faim. Bonjour, bienvenue au Bouillon Julien. Par ici, s'il vous plaît. Pascal, le patron, n'a pas de temps à perdre. Tenir un bouillon, c'est être comme au volant d'une grosse cylindrée. Ça va très vite. Pascal parle très vite et il compte même en couverts par heure. Ici, on fait du 100 couverts à l'heure. Et comme on est aussi au cœur des théâtres, on a des gens qui viennent manger avant le théâtre, on a des gens qui viennent manger après le théâtre et aux différents repas qui existent. 100 couverts toutes les heures. Ok, on est à Paris, mais là, on est surtout sur un rythme de fou. On va arriver jusqu'à 1000 couverts par samedi, essentiellement, sur 180 places assises. Donc ça veut dire que bon gré, mal gré, une table va tourner 5 à 6 fois dans la journée. Donc cette rotation, démultipliée par les centimes qu'on gagne sur nos marges, fait qu'on arrive à avoir une rentabilité convenable. Mais 1000 couverts, c'est énorme. Alors 1000 couverts, oui, c'est énorme. Un rythme tellement effréné qu'ils ont même inventé un mot pour décrire le système, le par-avec. Quand un client s'installe chez nous, en général, on sait qu'il a 30-45 minutes pour manger et on a une faculté à aller chercher des plats qu'on appelle des plats par avec. On descend en cuisine, on commande le plat en cuisine, le chef nous dit par avec et on part avec, on pose sur table. Le seul endroit pour reprendre son souffle, finalement, ce serait derrière le bar. Et encore, pas sûr. Essaye d'en prendre 6 à la fois, tiens, ça te changera un peu. Non mais si tu mets sur table, ça ira plus vite, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas méchant. Pascal décompresse avec François, le maître d'hôtel. Pour moi, le bouillon, c'est une cantine améliorée, quoi. C'est restaurant à bas prix, bon, pas cher, c'est convivial, c'est joyeux, c'est à la bonne franquette, c'est le restaurant de papa, maman, donc non, ça... Pour moi qui suis un ancien, donc tout va bien, quoi. Un bouillon direct. Pour soutenir la cadence, dans les cuisines, c'est presque militaire. D'ailleurs, dans le jargon, on appelle ça une brigade de cuisine. C'est pas un hasard. Petit exercice. Sachant que Christophe doit préparer 120 œufs mayonnaise par repas, combien de temps a-t-il pour faire une assiette? Attention, top! C'est un bon exemple de volume, l'œuf mayonnaise. C'est ce qu'on vend le plus avec le poireau vinaigrette en entrée et les escargots.
Les buts du jeu, c'est que ça sorte vite. Les clients, ce qu'ils veulent manger, ils veulent manger bon, rapide et joli en plus. Donc là, on doit être très précis dans nos gestes et surtout, on doit être, ce qu'on appelle en cuisine, être en place. C'est-à-dire avoir vraiment tout prêt pour pouvoir dresser. Ça, c'est très important. Allez, tableau 3, on enlève là. 34 secondes. Tout va très vite côté coulisses. Donc l'avantage, c'est que côté salle, on n'attend pas. Mets-moi le riolet là. C'est une cantine de quartier populaire avec le balai des serveurs. C'est un vrai lieu de vie. D'ailleurs, les banquettes du Bouillon Julien en ont vu de belles. On ne pouvait pas terminer sans cette jolie anecdote. La table 24, fameuse table qui était utilisée par Édith Piaf, qui venait manger au Bouillon Julien à l'époque, en attendant Marcel Cerdan, qui faisait des combats de boxe dans le faubourg. Édith Piaf aurait sans doute aimé la démarche sincère de la jeune entreprise dont nous allons vous parler. Ce que nous allons voir maintenant est à peine croyable. Nous sommes entre la gare du Nord et la porte de la Chapelle, à quelques encablures du Sacré-Cœur. Ici, de jeunes entrepreneurs passionnés d'agriculture biologique ont réussi un exploit. Construire la plus grande ferme urbaine d'Europe, sur les toits d'anciens bâtiments de la SNCF. Une prouesse architecturale, technologique et gustative. Bienvenue dans une ferme ultra-moderne. D'un côté, une serre qu'on n'imaginait pas à Paris il y a 5 ans encore, de l'autre, un potager à rendre jaloux tout agriculteur curieux. On a 7000 m² de toit. Et sur ces 7000 m² de toit, on a construit une serre de 1200 m². Salades, plantes aromatiques et micro-pousses, ce matin, Gabin prépare l'étrange commande d'un grand chef étoilé parisien qui a besoin d'amarante rouge pour confectionner un plat. Encore faut-il savoir ce que c'est. Là, on retrouve des micro-pousses d'amarante rouge, qui, elle aussi, est une fleur, mais qui, à ce stade-là, va être consommée telle qu'elle. Parce que ça a des arômes très terreux. Ça se rapproche de la betterave, avec une sucrosité extrêmement intéressante. Là, on est vraiment sur un geste quasiment chirurgical, parce qu'on est sur un produit d'une grande finesse qui est très très jeune et très fragile, et du coup qui mérite beaucoup d'attention. En produisant des fruits et légumes qui sortent de l'ordinaire, la société Cultivate répond à des demandes très particulières dans la capitale. Ce qui ne n'empêche pas de cultiver 50 tonnes de fruits et légumes chaque année. Évidemment, ça peut surprendre un peu les gens en produisant directement dans Paris et en vendant directement dans Paris, parce qu'ils n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres. Et côté potager, là aussi, hors de question de faire de la monoculture. Sarah s'occupe de 70 variétés, dont certaines totalement inconnues en France. Ici, on voit donc nos green zebra, le basilic pourpre, des rangs de tomates noires, cerises. On a des haricots mange-tout, des haricots verts et des borlotto qui sont absolument magnifiques, un petit peu zébrés. On a aussi des haricots violets, des edamame, des haricots jaunes. Donc on a des choses qui sont un petit peu rares. C'est très chic tout ça. Ouais, c'est très chic, mais en même temps, des haricots qui poussent avec la vue sur Montmartre, c'est aussi très très chic. Alors là, c'est poivron piment. Il y a plein de fleurs de courgettes qui sont assez magnifiques. Alors ça, c'est du chou rave. La passion de Sarah est contagieuse. Et même si on ne comprend pas tout, un tel potager à Paris semble tenir de la prouesse. On est avant tout des agriculteurs finalement, parce qu'on produit et on vend, donc c'est vraiment le métier agricole pur et dur finalement. Le comble, c'est qu'une ville polluée comme Paris dégage beaucoup de CO2, mais que les plantes consommant du CO2 sont censées grandir plus vite. Mais retrouvons Gabin qui a terminé sa récolte de la matinée. Salut. Salut. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Un petit trésor qui va partir pour le quartier latin. Le coursier, c'est Willem, à vélo. Avec tous les efforts faits jusque-là, manquerait plus qu'il soit motorisé. Il a traversé la rive droite, 5,5 km pour rejoindre les quais à 2 pas de Notre-Dame. Comptez 30 minutes et 0 émission de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Le chef étoilé, Kozuke Nabeta. Le restaurant, Sola. Regardez, on retrouve les pousses d'amarante rouge que Gabin a coupées il y a moins de 2 heures pour ce saumon d'Écosse mi-cuit mariné au shiokoji. On est dans de l'ultra fraîcheur. Ici, chaque plat est une œuvre d'art que les plantes aromatiques et autres micro-pousses vont venir magnifier. Cuisine française, cuisine du monde entier, les plus grands chefs se doivent d'avoir une table à Paris. La capitale a-t-elle les yeux plus gros que le ventre? Certainement pas. Plus que jamais, elle mérite son titre de capitale mondiale de la gastronomie.